Les médias, comme vous en avez pu vous en rendre compte, ont beaucoup tartiné sur les événements du 11 septembre, à l'occasion de ces 10 ans passés. La plupart, pour bien enfoncer dans la tête des citoyens la version officielle, et aussi d'autres pour mettre en doute cette thèse officielle. Cependant, on peut remarquer que ni les uns ni les autres se sont sérieusement attachés à reprendre les éléments connus, physiques, de ces attentats. Alors c'est bien d'être pour ou d'être contre, mais il faut tout de même apporter un début de preuve. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cette étude. Et j'avoue que cette façon de procéder pour ou contre un petit peu de façon primaire me rappelle un autre événement de l'histoire moderne, celle de la Shoah, où on était obligé d'admettre les vérités officielles sans avoir le droit d'examiner les faits. Et vous savez très bien quelle est ma position sur le sujet. Je ne suis pas révisionniste, je peux en étonner un certain nombre. Je me contente de dire que je m'étonne que pour la première fois dans l'histoire du crime de l'humanité, on ait jugé, condamné et exécuté des hommes uniquement sur foi de témoignage de la partie intéressée. Et je me refuse à prendre position tant qu'on n'aura pas fait la reconstitution du crime. Voilà. Eh bien, il en est de même pour l'histoire du 11 septembre. On nous raconte des histoires, on nous affirme ceci, on nous affirme cela, mais où sont les preuves? Je suis un scientifique et gare à moi si quand j'étais neurochirurgien et que je faisais des conférences dans mon domaine, si je m'amenais aux conférences en disant voilà, je pense que, je pense si. Non, il n'est pas question de penser si, de penser cela, il est question d'apporter des preuves, de démontrer. En fait, depuis le début du triomphe des sophismes de la Révolution, nous vivons dans deux mondes différents. Un monde virtuel, médiatique, où le citoyen est programmé de façon à lui faire voter et accepter ce que ceux qui sont derrière, qui tirent les ficelles et qui tiennent la presse, veulent leur faire voter et accepter. Et d'un autre côté, les faits. Les faits, justement, que ces mêmes milieux s'efforcent de cacher ou de modifier, d'en modifier l'apparence. Et tous les grands événements modernes qui ont infléchi l'histoire de l'humanité découlent de ce travail de manipulation des faits, comme le disait cyniquement Franklin Roosevelt, rien de ce qui se passe, de ce qui arrive, n'arrive par hasard. Président de la République des États-Unis, il savait de quoi il parlait, lui qui a été le responsable du piège de Pearl Harbor. Premier crime d'État, premier mensonge d'État. Ainsi, après le 11 septembre 2001, après le mensonge du Lusitania, rappelez-vous l'histoire du sabot Lusitania, volontairement laissé couler sur ordre de Churchill par les U-boats allemands, de façon à provoquer un choc dans l'opinion publique américaine pour que les États-Unis rentrent en guerre en 1915. Les provocations, vous avez ça dans mon livre
le complot mondialiste. Ce n'est pas la première fois que cela arrivait, ce genre de provocation, ce genre de crime, pour provoquer un choc médiatique dans l'opinion publique. Et on en arrive donc au 11 septembre. Les pleureuses, bien entendu, se sont remises à l'œuvre, et le matraquage en revenant toujours les islamistes, les islamistes, les islamistes. Ce qui a tout de même changé depuis cette époque-là, c'est que si toutes les grandes chaînes ont quasiment toutes reprises à la virgule près la saga du 11 septembre officielle, il y a eu tout de même quelques couacs. Et notamment, il y a eu la chaîne Planète qui a, lors d'une émission que j'ai vue, mis en présence les deux thèses. Celle qui affirmait la thèse officielle et celle qui mettait en doute. Bon, si même tout n'était pas parfait dans cette émission, si tous les éléments fondamentaux qui prouvent qu'on nous a raconté des histoires, il est évident que là, pour la première fois, dans un grand média, le doute a été insinué auprès des téléspectateurs, qui se sont rendus compte qu'il y avait quand même une autre hypothèse qui était beaucoup plus crédible que la thèse officielle du Pentagone. Il est évident que la répétition d'un mensonge, pour les gens qui ne cherchent pas à voir plus loin, a un intérêt, sinon les médias ne le feraient pas, et ceux qui sont derrière, ces médias ne le feraient pas. Mais il n'en demeure pas moins que la répétition d'un mensonge n'en fait pas une vérité. Ce qu'il y a d'intéressant de voir aussi, c'est qui, dans nos milieux, a continué à accréditer la thèse officielle. Et je ne vous surprendrai pas en vous rappelant encore une fois la position de M. Bernard Anthony ou du journal Présent. Or, c'est tout de même curieux, parce que tout ce que je vais vous dire tout à l'heure, en vous apportant les preuves du montage qui a été fait sur l'affaire du 11 septembre, on le trouve sur Internet. Et vous n'allez pas me dire que ces gens, tout de même, qui ont tout de même une responsabilité médiatique dans nos milieux, ne sont pas au courant de ces faits, de ces déclarations de hauts officiels américains. Donc ce n'est pas par ignorance, c'est par connivence. La multiplication des blogs, des sites qui apportent la preuve que ça a été un mensonge d'État, en même temps qu'un crime d'État, commence à déranger et à faire peur un certain nombre de responsables de la presse des médias, tels notamment Laurent Geoffrin dans le Nouvel Observateur. Dans le numéro du 9 septembre 2011, Laurent Geoffrin sonnait le tocsin et dénonçait, je cite, les complotistes des ennemis de la démocratie. Mais ce brave homme de Geoffrin a bien raison de s'inquiéter, car la mise en évidence de ces mensonges historiques démontre à quel point les élus du peuple mentent au peuple pour leur faire faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui les inquiète. Chose aussi très intéressante à remarquer dans l'article de Geoffrin, c'est que s'il s'inquiétait de la mise en doute de la version officielle du Pentagone, par contre, il n'y avait nulle allusion au rôle du Mossad. Donc, on en est là. On accepte à la rigueur, bon gré mal gré, en tirant le tocsin, en disant attention, c'est dangereux pour la démocratie.
de faire savoir qu'il y a tout de même des avis qui mettent en doute la thèse du Pentagone, mais pas question d'attirer l'attention sur le rôle éventuel du Mossad. C'est très révélateur. Or, dans ce contexte, et vous qui avez lu mon livre Le complot mondialiste, je voudrais rappeler ce texte prémonitoire d'un des services de renseignement américains, le Army School of Advanced Military Studies, publié le 10 septembre 2001, en première page du Washington Post, soit 24 heures avant les attentats. Il disait ceci: des militaires américains, membres d'un service de renseignement de l'armée américaine. Le Mossad israélien, sans scrupules cruels et rusés, a la faisabilité de toucher des cibles américaines en donnant l'apparence d'une action arabo-palestinienne. Moins de 24 heures après, avaient lieu les attentats. Vous avouerez que c'est tout de même assez extraordinaire. On n'avait pas trouvé les boîtes noires des avions, on n'avait rien vu venir, mais on était capable, instantanément, de vous dire que c'était des islamistes qui avaient fait le coup, qui pourtant étaient partis en fumée. Et très rapidement, un élément à lui crever les yeux. Comment se faisait-il, tant mieux pour eux d'ailleurs, que si peu de juifs, très nombreux dans les activités économiques des Trois Tours, aient été trouvés victimes de l'attentat? Pourquoi? Première question à se poser, comment c'est? Il y a des gens qui étaient là au travail, comme d'habitude, et d'autres qui n'y étaient pas, et qui, de ce fait, ont survécu. Pourquoi? D'où, évidemment, la réponse qui vient immédiatement, c'est qu'ils ont été prévenus. Sinon, vraiment, c'est une inspiration du Saint-Esprit. Et c'est là que l'on se rend compte qu'on est face à un mensonge d'État et à un crime d'État. Et puis, d'autres questions sont venues se rajouter, du fait des premières constatations qui semblaient ne pas coller avec la thèse officielle. Pourquoi aucune trace d'avion n'était-elle visible dans le trou du Pentagone? Pas de traces de carlingues, pas de traces d'empennage, pas de traces des ailes, pas de traces de cadavres. C'est incroyable. Et au sujet de l'effondrement des tours 1 et 2, puis 7, soi-disant par contamination, un texte de Wayne Madsen, encore un officier des renseignements de l'US Navy et ancien analyste de la National Security Agency, disait ceci: après plus de 5 ans de discussion au sein de la communauté du renseignement, j'en viens à la conclusion que les attentats du 11 septembre résultent d'une opération militaire clandestine, fortement compartimentée, destinée à la mise en condition des États-Unis. Et avec d'autres spécialistes, il s'étonnait des étranges caractéristiques de l'effondrement de ces tours. D'une durée, qui a été chiffrée à l'époque, de 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par terre. Vous imaginez ça?
uniquement par l'attaque des avions. Autre impossibilité matérielle. Et à l'époque, rappelez-vous, j'avais déjà, dans mon premier livre, première étude, disons, sur le sujet, paru en décembre 2011, qui s'appelait Nationalisme, mondialisme. C'était quoi déjà, nationalisme, mondialisme? Le choix, oui, le choix exactement du troisième millénaire. Et je faisais remarquer un certain nombre de faits constatés très rapidement. La désintégration des tours 1 et 2 en fine poussière de béton, impossible par le fait de la simple percussion. D'où l'évocation de certains chercheurs, tels Stephen Jones, de l'utilisation de puissants explosifs militaires pour miner les fondations des immeubles. La projection d'éléments de structure de près de 20 tonnes à plus de 200 mètres. Or, si l'effondrement des tours avait été dû à la percussion des avions, on ne voit pas pourquoi ces éléments auraient été projetés. Si ça a été projeté, c'est qu'il y a eu une explosion d'en bas, vers le haut, pour projeter. La présence de grandes quantités d'acier fondu dans les sous-sols des tours 1 et 2. La disparition complète, fondu vaporisé, d'une presse de 50 tonnes entreposées au sous-sol. La très faible hauteur des débris, qui correspond justement à la vaporisation des matériaux. Par question, quand il y a une explosion, par exemple, vous avez des structures de bureaux, de chaises, de tables que l'on retrouve, tendues, dislocées, etc. Rien de ça. Poussière. Bon, la destruction des circuits électroniques aussi à une grande distance. Et des enregistrements de la Earth Observatory de l'université de Columbia à plusieurs kilomètres des trois tours, immédiatement après le début des effondrements. Et surtout, chose que je signalais dès décembre 2011, un taux anormalement élevé de tritium est mesuré sur le site, quand le tritium est le principal sous-produit de la fusion thermonucléaire. Ainsi, en résumé, quand on se trouve fait à ces premiers faits que l'on a pu constater, sur le moment même, parce que là aussi, très curieusement, les débris ont été très très vite évacués, donc les premières constatations ont été dues au fait que certains ont pu prendre des échantillons pour analyse, tout à fait après les événements, on se rend compte qu'il y a eu en fait un double aspect dans cet attentat. Une partie visible, qui a été l'impact des avions, ce que l'on voulait que le public retienne, et une partie invisible, c'est-à-dire le minage des structures des bâtiments. Alors, la question qui arrive, après cette constatation logique, c'est, bon, s'il y a eu minage, qui a fait ça? Qui a eu accès au sous-sol? Qui a eu la technicité pour le faire? Qui a eu le matériel, visiblement militaire, hyper sophistiqué comme explosif? Qui? Al-Qaïda? Le monstre du Loch Ness d'Al-Qaïda? D'autres groupements islamiques? Et j'y répondrai par une citation de Claude Chesson, qui disait tout de suite après les attentats: ce n'est pas possible, une structure terroriste n'a pas la faisabilité de faire cela, seul un État
concluer en disant c'est une catastrophe pour les Palestiniens. Et c'est pour cela d'ailleurs que dès le lendemain, un certain Rubinstein, spécialiste de l'autorité palestinienne, commentait les événements en disant « C'est une excellente chose pour Israël, nous pouvons faire maintenant ce que nous n'osions pas faire avant. » Autre chose à faire observer. Pourquoi la chasse américaine n'était pas intervenue entre le moment des premiers impacts des avions dans les tours 1 et 2 et le vol 77 d'American Airlines en route vers le Pentagone? Qu'est-ce que c'est que cet État, les États-Unis, qui se fait agresser sur son sol? Les radars ne marchent pas, la chasse n'est pas mise en action, et les terroristes peuvent aller jusqu'au bout de leur mission. Mais qu'est-ce que c'est que cette passeport? Et on veut nous faire croire ça. Et pourquoi M. le Président Bush a-t-il continué tranquillement sa visite d'une école comme si de rien n'était? Il n'y avait une panne de téléphone, il n'était pas au courant. Et encore une fois, comment les services officiels américains ont-ils pu produire si rapidement les indications sur l'identité des prétendus pirates, alors qu'ils n'avaient rien vu venir? Donc aujourd'hui, la preuve est faite de l'impossibilité de la destruction du tour par le seul impact des avions. Et correspondent, comme de nombreux experts en architecture l'ont démontré, au minage des structures porteuses. Et là-dessus, nous avons de nombreuses études que je vais vous citer les unes après les autres. Une première étude faite en commun par différents spécialistes, de Niels Harris, Jeffrey Farrer, Stephen Jones, Kevin Ryan, Frank Ledges, Daniel Farnsworth, Greg Roberts, James Corley, Brad Larson, dans un article publié dans The Open Chemical Physics en 2009, sous le titre Active Thermitic Material Discovered in Dust, c'est-à-dire dans la poussière, des tours du World Trade Center. Et voilà ce qu'il disait. Or, ce sont des experts des plus prestigieuses universités des États-Unis, d'Australie et du Danemark. Voilà ce qu'il disait. Basé sur ces informations, nous concluons que les couches rouges et grises superposées des résidus trouvés dans les poussières du VTC, donc le World Trade Center, et du matériel thermique actif incorporant de la nanotechnologie qui se trouvait du matériel explosif ou pyrotechnique hautement énergétique. Les structures de tours ont donc bien été minées. Et à nouveau, la question que je pose reste à savoir par qui. Autre élément, qui est sorti beaucoup plus récemment, en 2009, je ne sais pas si vous en avez eu l'écho, en tout cas je n'en ai pas trouvé trace dans notre presse. Je parle de la presse nationale ou catholique, qui s'appelait Zéro, enquête sur le 11 septembre, qui a été fait par le député européen italien Giulio Chiesa et projeté lors du Festival du film à Rome, et auquel la presse italienne allait donner un large écho. Ce n'est pas comme chez nous. Il Messaggero
ceci, c'est la bombe du Festival du cinéma à Rome. Les personnes interviewées sont des ingénieurs, des pilotes, des hommes politiques et ex-agents américains sincèrement patriotes. La stampa disait ceci, zéro, car il démarre du néant qu'a constitué l'explication officielle proposée par le gouvernement américain sur la tragédie du 11 septembre. Il Corriere della Sera, un ensemble de contradictions, de lacunes et d'omissions d'une gravité impressionnante, confirmant que la version officielle prend de plus en plus l'eau de toutes parts. La Repubblica, un film à voir pendant 2 heures, les voix du prix Nobel Dario Fo, Leila Costa, Moni Radja et Cory Vidal, relie images et témoignages attaquant la version officielle et la réduisant à une mauvaise plaisanterie. Même si le terme de plaisanterie est mal choisi, le fait est là. C'est la mise en cause du Pentagone avec ses néoconservateurs ex-trotskistes juifs, Wolfowitz, Pearl, Rumsfeld, qui entouraient George Bush et son vice-président Dick Cheney. Je vous signale qu'en France, ce film et ses révélations ont été reprises par l'association Reopen, en un seul mot, avec grand R, grand O, Reopen, tout ça collé, 9.11. Vous pouvez le trouver sur Internet. Ce qu'il y a d'intéressant et de ravageur pour le pouvoir américano-sioniste, c'est que progressivement, ce sont les familles des victimes qui poussent aux recherches. Les familles des victimes assassinées. Et aussi, ce n'est pas sans une certaine ironie que l'on constate aujourd'hui que l'on se trouve devant 2 théories du complot. Première théorie, celle du Pentagone et de la grande presse, des grands médias, nous disant c'est un complot islamique. Et puis, deuxième théorie, qui est plus qu'une théorie, qui devient une certitude, celle de la théorie qui met en accusation le Pentagone et le Mossad. Et alors, il y a vraiment quelque chose de surprenant. Ce monde américain est surprenant. Il peut y avoir le meilleur et le pire qui en sort. Quand on voit les témoignages de hauts dignitaires américains, politiques, militaires et autres, mais aussi étrangers, que je vais vous citer. C'est un petit peu long, mais ça vaut la peine d'être connu quand même. Max Seeland, sénateur, ancien membre de la commission pour le 11 septembre. En tant que membre de la commission sur le 11 septembre, je ne peux regarder un seul Américain dans les yeux. C'est un scandale national. La Maison-Blanche veut occulter la vérité sur le 9-11. Mark Dayton, sénateur, membre du comité du Sénat sur les services armés de la sécurité nationale. Ils ont menti au peuple américain, ils ont menti au Congrès, ils ont menti à la commission du 9-11. Kurt Weldon, membre du Congrès et de la commission 9-11. Il y a quelque chose de très sinistre, quelque chose de désespérément faux par l'occultation d'informations sur ce qui a conduit à 3000 morts. Louis Frisch, directeur du FBI. Les découvertes sont un défi à la crédibilité de la commission du 9-11 si les faits sont prouvés. Paul Craig Roberts, secrétaire assistant au Trésor, d'éminents savants et universitaires nationaux et internationaux, apportent des évidences massives que la commission 9-11 est une tromperie et que l'attaque terroriste du 9-11 a été manipulée pour servir aux intérêts hégémoniques au Moyen-Orient.
Nous savons qu'il est totalement impossible pour tout bâtiment, surtout bâti en acier, de s'effondrer comme un château de cartes en chute libre. De ce fait, il s'agit là d'une certitude impossible à contredire, l'explication officielle de l'effondrement des bâtiments du VTC est fausse. Kathleen Austin-Fitz, secrétaire assistante à l'intérieur. En ce qui concerne le 9-11, la thèse officielle n'a pas pu se produire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. La commission a été une entreprise de lavage de cerveau. Philips Berg, procureur général de Pennsylvanie. La thèse officielle sur ce qui s'est réellement passé le 9-11 est un mensonge. Albert Stubblin, major général de l'US Army. Je compare la taille du trou au Pentagone et celle de l'avion qui a prétendument frappé le Pentagone, et je dis l'avion ne correspond pas au trou. Alors, qu'est-ce qu'il a provoqué? Colonel Robert Bowman, de l'US Air Force, directeur des programmes spatiaux de pointe. L'histoire officielle du 9-11 est impossible. Il y a un complot des hauts gradés de notre gouvernement, Dick Cheney, George Bush, qui ne veulent pas que nous sachions ce qui s'est passé. C'est de la haute trahison et conspiration pour commettre un meurtre. Barbara Meger, journaliste pour les affaires militaires et de l'école navale supérieure. Seule l'armée, pas Al-Qaïda, a eu la possibilité d'accès avant le 9-11 pour préparer les charges explosives pour une démolition contrôlée des structures des VTC 1, 2 et 7. Seul un avion militaire, et pas un civil, piloté par Al-Qaïda, peut avoir donné le signal pour neutraliser le système de missiles d'alerte antiaérien du Pentagone. Seule l'armée US, pas Al-Qaïda, avait la possibilité de neutraliser l'ensemble de la procédure de système de réponse d'urgence. Capitaine Gregory Ziegler de l'US Army et du service de renseignement de l'armée. Je savais depuis le 18 septembre 2001 que la thèse officielle était fausse. Les anomalies se sont vite révélées. Le nom des pirates n'apparaissait sur aucune des listes de passagers. Capitaine Eric May, du renseignement de l'US Army. J'ai vu les événements du 9-11 comme une affaire qui implique soit, premièrement, la participation dans la Maison-Blanche avec une passivité délibérée, ou l'exécution active d'un complot par des éléments criminels du gouvernement de la Maison-Blanche elle-même, en montrant le spectacle de destruction qui devait aboutir à l'invasion du Moyen-Orient par les États-Unis. William Christensen, officier du renseignement et directeur du service d'analyse politique de la CIA. Un avion de ligne n'a certainement pas frappé le Pentagone. La chute des deux tours est due à des explosions contrôlées plutôt qu'à des impacts d'avions. C'est un crime monstrueux. Robert Baer, officier de la CIA, spécialiste du Moyen-Orient, chef d'opération. Les hypothèses d'un travail maison, un inside job, comme il dit. Les éléments de preuve le démontrent. Horst Hemke, ministre de la Justice allemand. Les terroristes n'ont pas pu monter une pareille opération sans l'aide d'un service secret. Francesco Corsica, président de la République italienne. Le 9-11 n'a pas pu se faire sans une infiltration du système de radar et du personnel de navigation. Général Leonid Ivashov, chef d'état-major, ministre de la Défense de la Russie. Seuls des services secrets et leurs chefs, ou ceux qui ne sont plus en activité, mais qui ont gardé une influence, ont la possibilité de préparer, organiser et conduire une opération telle que le 9-11 d'une pareille importance.
Helkel Kurtila, ingénieur et analyste en sécurité nationale finlandais. Le temps d'effondrement des VTC-7 du VTC-7 a été de 6,5 secondes. La grande vitesse d'effondrement suggère une démolition contrôlée. David Shire, officier du contre-terrorisme du MI5 britannique. Les preuves disponibles indiquent que des personnages placés à des positions clés au FBI, au State Department et à la CIA n'ont pas été loyaux envers la Constitution et ont vu l'opportunité d'impliquer des terroristes islamiques pour justifier l'aventurisme américain au Moyen-Orient. John Farmer Jr., conseiller à la commission du 9-11, ancien procureur général. J'ai été choqué de constater combien était différente la vérité de ce qu'on nous expliquait. Les enregistrements disaient une histoire totalement différente de ce qui a été dit au public. Je pourrais continuer encore pendant plusieurs minutes avec des citations du même genre. Voilà quelques-unes des déclarations les plus nettes sur ce que fut le crime d'État du 11 septembre. Et incontestablement, l'ensemble de ces témoignages de la part de fonctionnaires ayant des responsabilités au sein même de l'administration américaine, qu'elle soit civile ou militaire, ou du renseignement américain, vaut la peine d'être prise en considération. Parce que ces gens vont à l'encontre de leurs propres supérieurs. Et, je répète encore une fois, ces témoignages sont parfaitement accessibles sur Internet, puisque c'est là que je les ai trouvés. Et c'est ce qui démontre d'ailleurs le degré d'assujettissement de nos médias, y compris de notre presse nationale, face aux mensonges et aux crimes d'État des États-Unis et d'Israël. Et je répète, il ne s'agit pas là de leur part d'ignorance, mais de connivence. Ainsi, si dès le 11 septembre on pouvait nourrir quelques doutes sur la réalité des faits tels qu'ils nous avaient été rapportés, aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est visiblement l'œuvre du clan américano-sioniste et d'Israël, installé aux commandes des États-Unis. Et je rappellerai ce petit mot cynique d'Ariel Sharon, à l'époque, sur Kol Israël, ce qui veut dire Allo Israël, le 3 octobre 2001, nous, le peuple juif, contrôlons l'Amérique et les Américains le savent. Il faut revenir à la question dont on n'a toujours pas d'explication, que probablement on n'aura jamais la preuve absolue. Qui a fait toujours la même chose, les deux thèses, ou bien ce sont les gens du Pentagone qui ont fait la chose, puisqu'ils avaient évidemment la mainmise sur le déclenchement, le non-déclenchement du radar, de la chasse américaine, etc. Ou bien c'est un coup d'un service secret, comme le disait un responsable allemand que je viens de vous citer, ou comme d'autres qui ont fait qui ont soulevé la même hypothèse, mais l'un n'empêche pas l'autre. Les deux peuvent parfaitement avoir contribué, travailler ensemble. Et l'on revient à ce fameux texte de ces militaires américains que je citais au début de mon exposé, du 10 septembre 2001, 24 heures avant les attentats, dans le Washington Times, le Mossad américain, sans scrupule, cruelisé à la faisabilité de toucher les cibles américaines en donnant l'apparence d'une action arabo-palestinienne.
Et c'est justement cela que M. Laurent Geoffrin aimerait bien occulter à son public et à ses lecteurs. Et donc, cette thèse, plus qu'une thèse évidemment, nous rappelle plutôt une chose que le président italien Francesco Cossiga, que j'ai cité, dénonçait, l'opération Gladio. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, ça vous dit, vous avez lu visiblement mon livre contre le mondialisme. Je voudrais rappeler ça pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que c'est un texte fondamental. Je voudrais rappeler que Francesco Cossiga, à l'époque, était président de la République italienne. Pas n'importe qui. Et voilà ce qu'il avait révélé dans le grand quotidien italien du soir, Il Corriere della Sera, le 30 novembre 2007. Les attentats du 11 septembre 2001 ont été planifiés et exécutés par la CIA américaine et par le Mossad israélien avec l'aide du monde sioniste en vue de mettre en accusation les pays arabes et pousser les pays occidentaux à s'engager dans la guerre d'Afghanistan et d'Irak. Déjà, l'historien Webster Tarpley avait évoqué il y a 2 ans dans son étude 9/11 Synthetic Terror, Made in USA, vous comprenez, 9/11 terreur synthétique, fabrication américaine, disait ceci: les opérations de septembre ne pouvaient avoir été exécutées sans l'implication et l'infiltration des cercles locaux, notamment du radar et de la sécurité aérienne. De même, sous le titre An Inside Job, donc un travail maison, Paul Joseph Watson de Prison Planet reprenait les accusations de Cossiga et rappelait que celui-ci avait déjà exprimé ses doutes sur la version officielle du 11 septembre 2001. Et Watson rappelait aussi que Cossiga, président de la République américaine, avait été poussé à la démission. Pousser un président de la République à la démission, il faut vraiment que ce qu'il ait dit ait touché là où il ne fallait pas toucher. Alors qu'il était donc cette opération Gladio. Cette opération en trompe-l'œil, False Flag Operation, selon les termes de Watson, est dénoncée par Cossiga. Il allait y avoir une enquête parlementaire italienne en 2000. Donc c'était avant les attentats, en septembre 2000. Qui allait confirmer, je cite, à coup sûr l'implication de la CIA dans toutes les opérations dévoilées par Cossiga. Et plus significatif encore, un des agents de l'opération Gladio qui a été fait prisonnier, appelé à témoigner sous serment devant la commission parlementaire italienne, avait déclaré: écoutez bien, nous devions cibler dans nos explosions les civils, c'est-à-dire les femmes, les enfants, notamment ceux qui n'avaient rien à voir avec la vie politique, et ce, pour que les citoyens aient recours à l'État à la recherche de sécurité et de protection. Or, c'est là tout le modus operandi de tous les attentats dont nous avons entendu parler déjà depuis des années. Ceux en France, fin des années 90. Je voudrais vous rappeler aussi l'affaire de la synagogue de la rue, comment déjà cette rue Copernic, exactement, qui avait valu quelques ennuis à Raymond Barre, pour avoir dit, je crois, que ça avait touché de bons Français, ou un truc dans ce coup-là. Français innocent. Français innocent, bravo. Ceux du 11 mars 2004 à Madrid. Là aussi,
petite parenthèse que je voudrais faire, qui a servi à ce clone de Sarkozy et Zapatero, puisqu'ils ont la même origine, à l'emporter sur José María Aznar, qui lui plaidait plutôt pour la piste de l'OTA. Et par le biais de la pression médiatique, il a réussi à accréditer la thèse que c'était les islamistes, et Zapatero a été élu. Or, que s'est-il passé? C'est que les terroristes désignés du doigt par les médias comme ayant été les auteurs de cet attentat à Madrid se sont eux aussi volatilisés dans l'explosion de leur hôtel. C'est même curieux. Et puis, celui du 11 juillet 2005 à Londres. Et là aussi, il y a eu un télégramme de l'ambassade d'Israël pour prévenir le Foreign Office anglais. Et puis, l'assassinat de Rafik Hariri au Liban, imputé bien entendu aux Syriens, qui a eu comme résultat quoi? Eh bien, le départ forcé des troupes syriennes du Liban, ce qui permit à l'été 2006 à Israël de lancer l'attaque contre le Liban. Mais là, ils sont ramassés une gamelle, comme on dit régulièrement. Ils ne s'attendaient pas à la puissance de réaction du Hezbollah. Donc, vous voyez, action, réaction. Comme disait Roosevelt, rien de ce qui n'arrive sans que cet été préparé. Et on touche là du doigt à la capacité criminogène de ces gouvernements dits démocratiques, qui n'hésitent pas à laisser massacrer des leurs, de leurs nationaux, pour arriver à créer le choc psychologique nécessaire à imposer ce qu'ils veulent faire faire à leur peuple. Et une chose frappe aussi, c'est que, vous savez, on nous dit très régulièrement dans la presse, on a arrêté des terroristes qui avaient préparé un attentat. Le problème, c'est que jusqu'ici, je n'ai jamais vu de condamnation. Soit on n'entend plus parler de ces terroristes, soit on apprend incidemment qu'ils ont été libérés. Alors on aimerait bien savoir, ces services, nos services de renseignement, de sécurité, de police, de tout ce que vous voudrez. Monsieur Claude Guéant, où est-ce qu'il cherche? Vraisemblablement, il ne cherche pas dans la bonne direction. Puis alors aussi, il y a l'autre facette, un autre type de tactique d'intoxication. On vous montre des individus au comportement étrange dans les aéroports, agités, inquiets, visiblement. On les examine et on découvre, il y a l'explosif dans leur talonnette. Là aussi, que jamais entendu parler de cet individu. Et puis un autre qui venait d'un pays d'Afrique, avec de curieuses liaisons antérieures, qui lui aussi a un comportement inquiétant à l'aéroport. Il attire l'attention. Tout des fausses pistes, en fait, des effets d'annonce. Des effets d'annonce pour toujours maintenir dans l'opinion publique la hantise des attentats. Et pourquoi? Mais pour une raison très simple. C'est que sous cette hantise des attentats, ça permet de progressivement supprimer les libertés civiles des peuples, et notamment des Américains, puisque un des premiers actes aux États-Unis, après le 11 septembre, a été de faire ce qu'ils ont appelé de ce type, vraiment, il ne manque pas d'humour, mais c'est ignoble,
Patriot Act, l'acte patriote. C'est un humour que je ne saurais comment qualifier. Avec, bien entendu, à la tête de ce énième service de renseignement, un amiral américain, l'amiral Poindexter, en maçon. Là, vous avez la preuve dans mon bouquin, Le complot mondialiste. Et voilà comment s'écrit, comment se fait l'histoire des peuples, l'histoire de l'humanité. Et alors, pour conclure, je voudrais vous inciter. Nous avons, avec le 11 septembre, et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, bon, vous avez entendu ce que je vous ai dit, mais évidemment, je n'aurais pas pu tout noter. Et je pense que lors de ma prochaine conférence début décembre, je pourrai vous apporter la plaquette sur base de cette conférence. Donc vous aurez toutes les données que je vous ai exposées maintenant. Et je vous prie d'avoir, si possible, si votre poche n'est pas trop étroite, la plaquette dans votre poche. Et de déambuler de dîner en réunion avec elle dans la poche, pour mettre ça sous les yeux des gens qui ne veulent pas vous croire. C'est tellement plus facile de ne pas croire. Parce que si on croit, on est obligé d'agir. Il y a tellement de gens qui ne veulent pas agir. Il faut donc apprendre aux gens la capacité de nuisance à tout point de vue par les mensonges de leur gouvernement, qui n'hésite pas aux mensonges et aux crimes d'État. Il faut lui apprendre à douter de l'information en général. Qu'il comprenne à l'occasion de ces crimes d'État la capacité de nuisance de ces maîtres de la religion démocratique. Merci de votre attention.